à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part découvrir une histoire incroyable, celle d'un résistant français qui parvient à voler à la Gestapo les plans du célèbre mur de l'Atlantique, affaire rendue célèbre et qui a servi d'inspiration pour le film avec Bourvil, le mur de l'Atlantique. Avec l'invasion de l'Union soviétique lancée en juin 1941 avec l'opération Barbarossa, le front de l'Est mobilise un nombre toujours croissant de troupes allemandes. Pour protéger le front de l'Ouest, Hitler commence la construction de bases sous-marines à Lorient, Brest et Saint-Nazaire, La Rochelle et Bordeaux, afin de stationner et ravitailler les U-boats opérant dans l'océan Atlantique, ainsi que des fortifications sur les îles anglo-normandes. Puis à la fin de l'année 1941, le Führer décide de lancer la construction du mur de l'Atlantique sur 4000 km de côte, de la Norvège à l'Espagne. Son édification débute en mai 1942. Vous voulez en savoir plus sur le vol du plan de l'Atlantique? Venez avec moi. En 1941, la Seconde Guerre mondiale fait rage. La résistance est en place et compte dans ses rangs un certain René Duchesne. Au début de la guerre, il rejoint le réseau Century, créé par le colonel Rémy. Cette branche des renseignements français est sollicitée par les Anglais, qui cherchent comment franchir le mur de l'Atlantique. Ce mur construit par les Allemands, de l'Espagne à la Norvège, avait pour but d'empêcher une invasion des Alliés. C'est en allant demander un emploi en tant que peintre en bâtiment auprès de la commandante Tour de Caen que René Duchesne découvre des plans du mur et décide de les subtiliser. L'histoire impressionnante de ce résistant a inspiré Marcel Camus, Le mur de l'Atlantique en 1970, un film avec Bourvil. Peu de choses sont connues au sujet de René Duchesne. Il a pourtant été un élément essentiel dans la guerre, puisque son acte aurait permis de donner le coup d'envoi au débarquement de Normandie. Sur le site Mémoire et Espoir de la Résistance, il est raconté que sous le pseudonyme de François, il fait dès l'origine partie de l'état-major régional avec la responsabilité du 2e bureau de renseignement, assisté dans cette tâche par son épouse Odette, nom de code Françoise. Grâce au travail de ces nombreux agents, il peut transmettre à Londres une multitude d'informations sur les défenses allemandes, dont une absolument déterminante. Dans une interview retrouvée par l'INA et datée du 5 juin 1964, la veuve de René Duchesne prend la parole et revient sur le récit du vol des plans du mur de l'Atlantique. Le mur de l'Atlantique est une zone fortifiée en bord de mer destinée à assurer sa défense. Les ouvrages sont variés. Plusieurs dizaines de milliers d'obstacles sont posés pour gêner le débarquement d'hommes et de matériel sur la plage. Sa réalisation recourt à des éléments préfabriqués et normalisés, portes blindées, poutres en béton, installations électriques, etc. Les matériaux sont, autant que possible, pris sur place. Quantité de sociétés et entreprises artisanales sont appelées à la rescousse pour fournir la literie, réaliser des installations sanitaires et électriques, effectuer les travaux de camouflage. Fritz Todt, ingénieur des ponts et chaussées, fonde en mai 1938 une structure paramilitaire à laquelle il donne son nom, l'organisation Todt. Elle devient l'organisation principale de construction du Troisième Reich. L'organisation Todt conçoit l'implantation des blocos et dirige les travaux. Elle fait d'abord appel aux entreprises allemandes qui à leur tour sollicitent des entreprises françaises sous-traitantes pour qui le chantier du mur est une aubaine. En décembre 1941, le plan de concentration industrielle qui conduit à la fermeture d'entreprises jugées non stratégiques, puis la loi du 4 septembre 1942 qui institue le service du travail obligatoire, dégage de la main-d'œuvre pour les chantiers du mur de l'Atlantique. Il y a également des volontaires en provenance d'autres pays, plusieurs milliers de Hollandais et de réfugiés belges, des Tchèques, des ouvriers polonais. La captation de la main-d'œuvre s'exerce aussi par la contrainte.
Entre 1941 et 1944, plus de 30 000 républicains espagnols de la zone libre sont livrés par les gendarmes et la police de l'État français. Les soldats de l'Empire colonial, faits prisonniers en 1940, sont également amenés sur le chantier, ainsi que 10 000 juifs venus des camps d'internement de Vichy. Le camp du mur de l'Atlantique, situé sur les îles anglo-normandes, est le plus dur, car dirigé conjointement par l'organisation Todt et par la SS, où sont déportés à partir de 1941 des prisonniers de guerre soviétiques. Sur les longues plages de Rouen, entre la Grande Côte et la Courbe, les bunkers s'enfoncent doucement dans le sable. Mais qui se souvient que 1500 entreprises françaises du BTP contribuent à édifier ces blocos du front de mer destinés à défendre le flanc ouest du Troisième Reich contre les assauts anglo-saxons? C'est Adolf Hitler qui ordonne l'édification de cette structure en 1942, année charnière de la Seconde Guerre mondiale. En tout, ce sont 700 modèles de blocos différents qui côtoient une batterie d'artillerie tous les 2 km. Une ligne ininterrompue de chevaux de frise sur chaque plage, des radars et des postes de commande tous les 20 km. Des bases pour 30 sous-marins. Adolf Hitler charge l'organisation Todt de mener les travaux aux côtés des entreprises françaises. Malgré l'aspect colossal du mur de l'Atlantique, les Alliés parviendront à contourner les défenses du mur, et cela grâce à un résistant courageux. L'histoire a tout du film d'espionnage. Nous sommes en mai 1942. René Duchesne se rend dans les bureaux de l'organisation Todt pour démarcher un emploi en tant que peintre en bâtiment. Il y va pour une raison bien précise, car comme le raconte sa veuve Odette Duchesne, Marcel Girard, qui était le chef du réseau Century pour toute la région, avait demandé si on pouvait lui donner des plans aussi précis que possible sur les défenses du mur de l'Atlantique. Une fois arrivé dans les bureaux, l'artisan propose ses services à un prix très bas pour être sûr d'être embauché. Pendant qu'il discutait des formalités, un sergent est venu apporter un paquet de plans. Aussitôt, le chef allemand s'est précipité et a regardé. Par transparence, son mari s'est aperçu que c'était des plans de la côte. Ça a l'air intéressé. Il a regardé de plus près. Le chef de chez Todt a reposé sur le paquet et s'est mis à rediscuter avec mon mari, raconte Madame Duchesne. Quelques minutes plus tard, le résistant profite d'une brève absence de son interlocuteur pour voler le plan placé au-dessus de la pile. Il le place derrière une glace et se rassoit. C'est en revenant travailler et tapisser la pièce quelque temps plus tard qu'il récupéra le dit plan et le mènera à ses rouleaux de papier pour quitter le bâtiment. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. René Duchesne se rend par la suite dans un café chez Paul, où les résistants ont pour habitude de se retrouver pour faire des réunions, mais aussi pour recevoir leurs courriers. Il arrive avec le plan des chantiers du mur de l'Atlantique dans sa sacoche. Un pari risqué, puisque le café est fréquenté également par un Allemand. Odette Duchesne révèle qu'il s'agit d'un docteur qui s'entend bien avec les habitués. Présent ce jour-là, le médecin décide de partir quand René Duchesne se précipite pour l'aider à se rhabiller. Un geste qui surprend tous ses collègues résistants. Mon mari avait caché les plans dans sa capote en cas de perquisition, explique la veuve. Si des officiers entraient dans le lieu de rassemblement, ils n'auraient pas eu l'idée de fouiller l'un des leurs. La technique fonctionne et René Duchesne parvient à remettre les plans des chantiers à Marcel Girard qui les fait parvenir en Angleterre, où l'on étudie les défenses du mur pour mieux les contourner, ainsi que les blocos en Normandie. 300 000 soldats sont chargés de la surveillance du mur de l'Atlantique. Dans un bunker à personnel, la promiscuité permanente et le confort spartiate permettent néanmoins un logement prolongé de type militaire. Les artilleurs sont astreints à différentes corvées, gardes, patrouilles, exercices. À cause de la présence du sable et de l'air marin, une maintenance journalière des pièces d'artillerie est nécessaire. En se relayant, les soldats scrutent en permanence le large afin de déceler une éventuelle tentative de débarquement. La relève a lieu toutes les 6 semaines.
En 1944, la fortification du littoral comporte de fortes disparités. Seule la moitié des 15 000 ouvrages prévus a été terminée. De plus, ils sont équipés avec un armement hétéroclite. Alors même que la perspective d'un débarquement anglo-américain devient une menace tangible, le maréchal Rommel, inspecteur des fortifications à l'ouest, puis chef du groupe d'armée B, Erwin Rommel, prend la mesure des déficiences du mur de l'Atlantique. Il reprend la construction des batteries à longue portée, renforce considérablement les défenses rapprochées des plages pour piéger la mer à marée haute. Ces constructions ne sont pas achevées à la veille du débarquement. Le 6 juin 1944, le mur de l'Atlantique est inefficace. Ses défenses, restées intactes à 85% malgré les bombardements, sont brisées grâce à l'action des fantassins débarqués sur les plages. Comme on l'a vu, originaire de Lorraine, Duchesne intègre le groupe de résistance Century à Caen. L'activité de 40 membres du groupe consiste en la collecte de renseignements sur le mur de l'Atlantique en construction. Dans ce but, Duchesne se fait embaucher comme peintre en bâtiment à la commandante tour de Caen en mai 1942. Le 8 mai, il dérobe les plans des fortifications allemandes de la côte normande entre Cherbourg et Honfleur. Ces plans sont transmis au colonel Rémy, qui les conduit en Grande-Bretagne. Selon Rémy, le vol de ces plans contribue au choix de la Normandie comme lieu de débarquement du 6 juin 1944. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.